Donc, juste pour rappeler que le sigle de l'unité de recherche dans laquelle je travaille, c'est génétique moléculaire, génomique et microbiologie. Donc, oui, on est en plein dans le sujet, enfin, du moins j'espère. Euh, alors, ça, c'est un arbre d'évolution. Sans doute, vous l'avez déjà vu dans les manuels. On voit tout en haut l'homme au sommet de l'arbre. On peut imaginer que derrière, une petite mutation et crac, on est dans le super-héros. Patatras. Les données récentes des 20 dernières années concernant les génomes, dont on a beaucoup parlé, le génome étant notre information génétique qui s'écrit dans un alphabet de 4 lettres et qui est extrêmement complexe, révèlent qu'en fait, non, non, non. Euh, c'est l'arbre de la vie à l'heure actuelle, il est assez différent. Bon, ici, on a ce qu'on appelle des archées, c'est plutôt le monde des micro-organismes. Là, il y a le monde des plantes, et puis il y a les animaux ici. Quelque part, il y a une petite brindille qui s'appelle l'homme. Bon, l'homme est un avatar de l'évolution. Un avatar, probablement. Donc, à partir de... Alors, un avatar complexe. Hein. Son génome, c'est 3 milliards de paires de bases. C'est un message de 3 milliards de lettres. Si on l'écrivait en alphabet 12, interligne 1, on aurait 500 exemplaires de 200 pages dans sa bibliothèque, donc une bibliothèque complète. C'est pas ce qu'il y a de plus gai à lire le soir, si pour s'endormir éventuellement. Donc quelque chose de complexe, mais il y a pire, il y a beaucoup plus complexe. Alors, il est dynamique en plus. Alors ce génome, vous n'êtes pas sans savoir que l'empreinte génétique est une réalité. On a tous notre propre empreinte génétique. Tous nos génomes sont différents, et pourtant nous sommes tous des humains. Et la différence est énorme. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vous ai dit 3 milliards de lettres dans nos 23 chromosomes. 1 sur 10 000 de différence entre chacun d'entre nous. Nous avons 2 patrimoines génétiques, le père, la mère. À l'intérieur même de ces 2 patrimoines génétiques, il y a cette différence de 1 sur 10 000. Faites le calcul par rapport à 3 milliards, ça fait déjà énormément de polymorphisme. On parle de polymorphisme, donc de différence de séquences, sans pour autant qu'on sorte de l'espèce, qu'on soit particulièrement différent, sauf dans certains cas de maladies génétiques et autres. Donc tout ça, à la base, c'est le hasard. On accumule ce genre de choses-là, et petit à petit, ça provoque des avantages de sélectivité, de sélection, qui permettent à l'homme finalement d'évoluer, comme toutes les espèces d'ailleurs. La plupart des espèces évoluent, elles sont toutes vouées à apparaître et à disparaître, la nôtre incluse. Souhaitons simplement qu'on n'y mette pas un petit coup d'accélérateur par nos pratiques des fois dévastatrices. Alors, tout ça, toutes ces informations, ce nouvel arbre, cette façon de considérer, vient de cette connaissance des génomes, de la capacité qu'on a maintenant à identifier ce message. À l'identifier, d'une part, ça veut dire en faire la séquence. Hein. Les fameuses 4 lettres ATGC, vous avez sûrement vu ça partout, ce sont des composés chimiques qui s'enchaînent et que la cellule est capable de lire. Alors, comment écrire une histoire pareille avec 4 lettres? C'est un peu compliqué, et d'autant que... Ceci dit, c'est une infrastructure qui nous aide à comprendre. C'est également d'aide à comprendre, mais à comprendre comment ça marche. Quoi. Il faut avoir quelques capacités de décryptage, au même titre d'ailleurs que on verra plus loin. Pardon, j'ai sauté une diapositive dans mon exposé. En fait, voilà, le message c'est ça. Et là, je vous en ai pas mis beaucoup. Hein. Imaginez 3 milliards, c'est assez monotone. En plus, la molécule elle-même est monotone, elle est très régulière. Bon. Bref, comment on fait pour comprendre tout ça? Comment ça s'exprime? Parce que ça s'exprime, évidemment, sinon on ne serait pas là. Eh bien, dans ce cas-là, voilà, on fait ça. Alors, je vous invite à lire ce texte. Je pense que petit à petit, vous avez compris le sens. Il y a un super-héros qui s'y cache, d'ailleurs. Hein. Le petit chaperon rouge, hein. Il a un costume, il sort du ventre du loup, pardon. Bon, c'est un super-héros dans toute l'acception du terme. Mais bon, en fait, la difficulté est là. Vous avez là un texte sans ponctuation, sans rythme, en français. Donc vous avez quelques chances de le comprendre. Imaginez que je vous le mets dans une langue totalement inconnue. Bon, c'est inintelligible. Tout le travail maintenant revient à en faire ceci. Et puis, du coup, à le rendre intelligible, sachant qu'il restera malgré tout en début de phrase des éléments qui ne constituent pas des mots et qui pourtant ont une signification. Donc, une partie du message est relativement simple à décrypter, l'autre l'est moins. Et ça fait partie aussi de toute cette information génétique qui nous revient maintenant d'essayer de comprendre.
Vous l'avez reconnu, bien entendu, c'est du travail d'égyptologue, clairement, Champollion. Simplement, la version démotique, la version grecque, la version hiéroglyphique, on la connaît dans le cas des mots que je vous ai montrés, mais pas forcément dans le reste, donc il faut la mettre en évidence. Tout ça pour dire que ce génome s'exprime. Il s'exprime alors à travers des mécanismes. C'est de l'acide nucléique, ça vous avez reconnu la double hélice qu'on voit partout, qui se transforme d'abord le plus souvent en ce qu'on appelle l'acide ribonucléique, qui est un intermédiaire, et parfois en protéines. Alors les protéines, c'est tout ce qu'on a imaginé jusqu'à il y a une trentaine d'années comme étant les ouvrières de la cellule. Dans un message comme le message génétique humain, ça représente 5%, même pas 1,5% de la séquence. Tout le reste, c'est autre chose. Ce sont des ARN, ce sont des signaux, ce sont un tas de trucs qui restent à déterminer. Et quand je dis qu'il reste, il y a un programme actuellement qui s'appelle ENCODE, Encyclopédie des éléments de l'ADN, qui est un programme international de collaboration. Il y a un site internet qui s'appelle comme ça, qui a pour objet simplement de comprendre où sont toutes ces régions de l'ADN, à quoi elles servent. Ouf, on est sauvé, on sait que 80% sert au moins. Dans un premier temps, devant le 1,5%, on était un petit peu inquiet quand même. Alors comment ça évolue tout ça? Ça évolue à travers les mutations, par exemple. Les mutations, c'est un changement dans la séquence à un moment donné. Ça évolue de manière un petit peu plus brutale de temps en temps par les éléments transposables. Alors ça, c'est un élément c'est le cas de le dire, qui a été identifié il y a une cinquantaine d'années. Le génome, par définition, c'est du solide. L'ADN, c'est un double brin, c'est bien torsadé, bien... non. Là-dedans, il y a des éléments mobiles. Il y en a qui s'amusent à se promener dans le génome. Alors, je vous explique pas. S'il se promène, imaginez Superman qui sauterait non plus d'un immeuble à un autre, mais peut-être d'un camp de scout sur un autre. Dans les tentes, ça ferait peut-être du dégât. Passer d'un endroit à un autre dans un génome, c'est pas anodin. Et ça existe. Les gènes eux-mêmes, on l'a entendu avant qu'il y a deux choses à laquelle on ne peut pas échapper, c'est à la mort et à l'impôt. Mais les gènes eux-mêmes n'échappent pas à la mort. Il est plastique, en d'autres termes. Alors je passe sur les éléments, simplement une petite image encore. Les mutations, c'est un concept qui est défini depuis le début du XXe siècle. Alors c'est pas si vieux que ça la génétique, ça a 150 ans, pas plus. Hein. Et encore, 150 ans, on le fait cette année la publication de Gregor Mendel, le mois de mathématicien qui a mis en évidence les premières lois de la génétique. Et pendant 35 ans, tout le monde l'a ignoré joyeusement en disant que c'était un joyeux loufoque et que peut-être c'était un super scientifique, mais il n'était pas super reconnu, clairement. Bref, ce sont des changements héréditaires dans la molécule d'ADN et donc transmissibles à la descendance, mais ça ne provoque pas forcément de différence. Alors, peut-on obtenir un super-héros à partir d'un humain classique? Déjà, il y a un tas de mutations qui sont faites couramment. C'est pour ça qu'on a des différences de séquences, sans pour autant qu'il y ait un effet. Ce sont les plus nombreuses. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Elle contribue à le polymorphisme des individus et en fait, on a une énorme différence entre chacun d'entre nous. Donc, tout se fait par petites touches. L'évolution se fait par petites touches, des petites différences qui, à un moment donné, vont conduire à une nouvelle espèce, une nouvelle espèce, véritablement. Elles peuvent être ponctuelles. ATGC, il y en a une qui change, et ça peut changer le message. Chromosomique, alors ça, c'est un petit peu plus radical, on va dire. Perte de chromosomes, perte d'informations, en général, c'est pas très bien vécu par les espèces. Dans l'espèce humaine, très souvent, c'est des avortements spontanés quand il y a des choses comme ça. Certains, par contre, les plantes acceptent ça très bien. Elles peuvent perdre des morceaux, en reprendre d'autres, ça les dérange pas beaucoup. Les mutations génomiques, vous connaissez tous les trisomies, bien entendu. Même chose, dans l'espèce humaine, c'est absolument très mal supporté, voire pas supporté du tout. En revanche, il y a des espèces vivantes qui acceptent ça et qui évoluent comme ça, de manière parfaitement physiologique. Donc tout ça, tous ces termes-là, reportés à l'homme, ont une signification. À l'échelle du vivant, à l'échelle des espèces, on est loin de cette simplification, on va dire. Alors quelques exemples, vous avez là une petite différence, un moine copiste qui s'est trompé d'une lettre à un moment donné. C'est un chromosome qui a perdu un tout petit peu d'informations et qui provoque des tas de choses parfois abominables, effectivement. Mais globalement, ce sont des événements rares et qui ne sont pas forcément suivis d'effets. Alors du coup, j'ai fait une petite digression, je prie de m'en excuser, je ne citerai pas les vrais super-héros, mais j'en ai
retrouver quelques-uns qui sont des héros de la vie courante, j'allais dire. Alors je les ai appelés les invisibles. Les invisibles, il y en a plein dans notre monde vivant autour de nous. Les micro-organismes, par exemple, les bactéries, les levures. Bon, je ne parle pas des virus qui, en plus, sont des purs parasites, eux, mais les autres, ils sont là, on ne les voit pas. Ils sont là, mais ils sont là, ils sont extrêmement importants. On peut les visualiser, par contre. Du coup, on fait de la microscopie. On peut les cultiver. Pour certains, on les met en culture et puis ça donne des petits. Et très souvent, si vous êtes malheureusement, très souvent quand vous êtes atteint d'une infection, tous ne sont pas visualisables, tous ne sont pas cultivables. Donc on a plus de mal à les identifier. Mais ils sont là. On peut détecter la présence de leur action, les agents pathogènes. Alors, agents pathogènes, on dit une bactérie, on pense aux maladies les pires même. Ah ben non, il y en a quand même toute une série, et la grande majorité qui ont des effets positifs. Et du coup, on peut les détecter, leur présence, simplement en mettant en évidence leurs ADN. C'est quelque chose qu'on sait faire depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc il y a tout ce monde qui est là, près de nous, qui même plus, ça va même encore un peu plus loin. Je vais passer sur ce que j'ai l'habitude de faire au laboratoire, mais ça nous mènera trop loin. Donc du coup, si j'ai encore 2 minutes, je vous expliquerai, mais je vais éviter. C'était, voilà, bon, il y avait un peu d'animation, on y reviendra peut-être après. Pour venir à... Voilà, le mélange. Deuxième, être fantastique, l'humain. Ah, si je vous disais que l'humain, d'ailleurs je l'ai écrit, c'est 10 puissance 14 cellules humaines de plus de 200 types. Ça vous surprend pas. Mais c'est 10 puissance 15 cellules bactériennes qui sont en nous. On est un vrai mélange. On a dans notre corps humain 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Alors en poids, le rapport est inversé parce qu'elles sont plus petites, donc ça fait 1/10 de cellules bactériennes, de cellules humaines. Mais du coup, une mutation dans le génome humain, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'en modifiant ce microbiote, cet ensemble de bactéries qui nous aident à digérer, qui nous aident à nous défendre contre les agressions sur la peau, dans différents endroits, on le sait maintenant, il y a des interactions, il y a des dialogues. On pense même que nos bactéries qui sont dans les intestins dialoguent avec notre cerveau dans un certain nombre de domaines. C'est un concept complètement nouveau. Alors peut-être que c'est par là qu'on peut faire des super-héros, je ne sais pas. Modifions nos petits habitants et peut-être qu'on fera encore autre chose. En digestion, sûrement. Dernier petit exemple, les hybrides. Et là, alors là, le super-héros que vous mangez tous les jours, le blé. Ah, le blé, c'est une histoire fantastique. Le blé tel qu'on le connaît actuellement, alors vous savez, je vous l'ai dit avant, l'humain a 2 génomes, le père et la mère. Le blé tel qu'on le connaît actuellement en a 6. Ah bon, il n'a pas eu 6 parents, il n'y en a eu que 2, évidemment. Sauf que c'est une histoire qui remonte à plus de 8000 ans. Et l'INRA n'existait pas à l'époque, hein, vous pouvez me croire. Donc c'est quelque chose, et même ça a commencé avec la culture, mais d'une manière plus proprement fortuite. Au départ, c'est un blé qui a 2 génomes, hein, comme un bon humain qui se respecte. Et puis, par hybridation, on ne sait pas trop vraiment comment, deux autres génomes qui sont venus fusionner comme ça. C'était pas de la reproduction, c'était de la fusion. Par un tour de passe-passe de la nature, il est devenu fertile et a donné naissance à un premier blé qu'on appelle d'ailleurs l'épeautre actuellement. Et un deuxième lot est arrivé. Donc là, on est typiquement dans la reconstitution d'une nouvelle espèce avec une information génétique extrêmement fouillée, extrêmement importante, pour en arriver à celui qu'on connaît. Vous voyez, c'était il y a 8000 ans, ça, au moment où on commence à le cultiver, en fait, dans le triangle vert. Tout ceci pour dire que dans cet exemple-là, et les exemples foisonnent, tous les choux sont des hybrides comme ça, les uns des autres. Tout ce que vous pouvez voir par exemple, les pommelos, dans les agrumes, très souvent, pas les agrumes, les dérivés d'orange, etc., sont très souvent des mélanges comme ça. Bon, ça fait des super héros à manger, clairement, mais c'est pas encore, ils n'ont pas des pouvoirs extraordinaires. Donc tout ceci pour conclure que, en fait, la simple mutation est très souvent sans effet. Parce qu'on a plusieurs génomes en nous, parce qu'en plus on est l'issue d'une évolution qui est relativement lente. En revanche, ça n'est pas impossible, c'est improbable. Ça n'est pas impossible, il suffit d'un événement.
On peut imaginer qu'effectivement, un élément... Et là, pour aller dans ce sens-là, quand on a fait des expériences chez les souris, on leur a introduit à un moment donné un gène qui code pour une hormone de croissance, et leur hormone de croissance humaine. Puis effectivement, on a vu apparaître des petits souriceaux qui étaient énormes. C'est facile pour les repérer. Hein, ceux-là, quand l'expérience a marché, on a des souriceaux qui sont 3 fois plus gros que les autres. Sauf que la mère les délaisse parce qu'ils sont trop gros, elle l'abandonne parce qu'ils ont été trop forts, etc. N'empêche que là, sur un gène, on peut changer la taille d'un individu. Alors, pourquoi pas? Mais en final, la vraie question n'est pas... Peut-être que le monde du vivant recèle des super-héros. Est-ce que Superman, Batman, Wonder Man et le petit chaperon rouge, la parité est respectée au passage, hein, les avons-nous inventés ou pas encore découverts? Voilà, je vous laisse sur cette question. Alors, je retiens juste votre attention quelques petites minutes de plus pour des mots de remerciement, malgré tout. Donc, un grand merci à Monsieur le Président Alain Berretz, ainsi qu'à Monsieur le Premier Vice-président Michel Denken et Monsieur le Vice-président Mathieu Schneider pour leur précieux soutien. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, des remerciements particuliers pour Monsieur Serge Potier, vice-président responsable de l'IDEX et présidence de cette soirée d'études. Merci beaucoup. Je remercie également vivement l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de se prêter au jeu ce soir et d'avoir su trouver l'inspiration pour finalement faire de cette 3e soirée d'études une nouvelle fois un grand succès. Merci. Merci également à l'ensemble des membres de l'association Média Droit qui se sont déplacés aujourd'hui pour assurer la bonne organisation de cette soirée. Et enfin, je pense que l'on peut remercier, mais surtout féliciter le comité d'organisation, qui est donc composé de Madame Anne-Laure Mosbrucker, Monsieur Yann Bazir, Madame Delphine Porcheron, Monsieur Pierre Durand, ainsi que Monsieur Charles Ducodic. Bravo.